Qu'est-ce que vous pensez? Ah, de ça. Ils affichent la visée de Pékin. C'est imposant pour eux. C'est tout un peuple, toute une civilisation qui se crée petit à petit. On n'est pas forcément d'accord avec entièrement, mais enfin c'est quelque chose de nouveau en fonction du monde capitaliste où nous vivons. Pas à ce point. Vous savez qu'il y avait des affiches, mais on va faire un nouveau style que nous voyons en France. Cette variété d'affiches de toute opinion et de toute tendance. Ça ressemble un peu au mur de Pékin. Je crois qu'il y a déjà intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? Vidons nos abcès s'il y a des abcès, et dans la guerre entretuons-nous. Et dans la guerre entretuons-nous. Quand vient la paix, aimons-nous. Quand vient la paix, aimons-nous. Chez nos épiciers, on ne mange pas tout. Et chez nos bouchers, la viande est partout. Et la vie est pour tous. Et la vie est pour tous. Du Moyen-Âge, des bateleurs du Moyen-Âge, mais enfin au point de vue style, c'est vraiment réaliste de la période actuelle. Façon de présenter le problème actuel. Avec nos fusées, satellisons-nous. Contre la kermesse à la Sorbonne, achetez révolte. Deux voitures pour le comité d'action
nous épouvante un peu personnellement, mais enfin, vu la nécessité des temps, vu l'actualité, c'est quelque chose de nécessaire, on pourrait dire. Tout dépend comment il est interprété, ce drapeau. Alors, on n'est pas obligatoirement d'accord avec tout ce qui se dit ici, tout ce qui se pense, tout ce qui s'écrit, mais nous, les travailleurs, nous, les ouvriers, nous voulons, notre volonté, c'est que le monde change, c'est que les dirigeants changent et que les dirigeants créent des lois à l'unisson de la technique qui se développe de plus en plus. En un mot, que tous les hommes aient le droit à la vie, et non pas simplement une petite partie qui profite de la technique et de l'automation qui existe, qui se développe de plus en plus dans le monde. Nous arriverons à un point où une petite partie de gens intelligents, ou bien leurs combinards, on pourrait dire, arriveront à avoir de grosses fortunes, et la grosse majorité du peuple travaillera à la petite semaine, selon les besoins de quelques-uns, et dans n'importe quelle condition. Il faut refaire des lois pour que tous les hommes puissent vivre dans un cadre bien déterminé, qui est la sécurité de l'emploi, que l'homme ne soit pas toujours inquiet à savoir ce qu'il va faire le lendemain. Il est nécessaire de créer des lois qui ne plairont pas obligatoirement à tout le monde, obligatoirement même à ceux qui sont concernés. Il y aura une discipline à établir. Il faudra que chacun restreigne ses ambitions, restreigne ses appétits, en pensant à celui qui est à côté de lui, qui a droit de vivre aussi. Voilà comment nous voyons le problème. Il faut humaniser cette civilisation. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, nous, en ce qui nous concerne, nous, les cheminots, les conducteurs de locomotives, que tous ces appareils barbares qu'on a installés sur les locomotives pour supprimer du personnel et qui asservissent celui qui travaille, soient supprimés. Et que, puisque nous avons des techniciens très forts, qu'ils trouvent des appareils, puisqu'on n'arrête pas le progrès, des appareils qui soient humains et qui permettent à l'homme d'être quand même épanoui dans son travail et non pas asservi, et non pas robot ou esclave, tel que nous le constatons à l'heure actuelle, pour quelques billets de 1000 supplémentaires que l'on retire à leurs camarades qui n'ont plus de travail. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui au milieu de tous ces camarades qui cherchent, comme nous, ce qu'il faut faire. Bon, vous venez d'entrer ici, quelle impression ça vous fait? Ça m'a impressionné. Le drapeau rouge, le drapeau noir, on dit mince, on va se faire tuer ici. Puis il y a des gars de chez Mao, là-bas, on n'est pas trop d'accord avec eux, alors. Mais c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? Ma présence ici? Oui, c'est l'impression. Eh bien, on a une espérance parce qu'on voit qu'il y a des gars intelligents, qui, puisqu'ils sont ici, ils sont intelligents, je suppose, hein, on en est même sûr. Alors, eux, ils cherchent la construction du monde nouveau. Ce monde nouveau que nous, les travailleurs, nous espérons de toutes nos forces et de tout notre cœur. Surtout que ce désir et cette mise en route a été fait par des jeunes qui, eux, ne sont pas soumis à toutes nos impressions de vieux. Nous qui avons vécu la vieille époque, qui a eu ses valeurs, qui a été nécessaire, mais qui maintenant est périmée et qui doit laisser la place à un monde jeune, à un monde qui, lui, est à l'unisson et est à l'écoute de ce qui se passe. Quand on est vieux, on n'a plus cet intéressement et cette ouverture d'esprit qu'ont les jeunes. Par exemple, vous venez d'entrer ici et déjà il y a tout un groupe de jeunes autour de vous. Ça vous fait plaisir, grand plaisir, oui. Ouais. Parce qu'il y a possibilité de contact et d'explication. Vous avez eu déjà l'occasion de discuter avec autant de gars comme ça, dans mon milieu de travail, oui, mais pas des jeunes, non. Pas des jeunes, surtout des jeunes avec lesquels on n'a pas de contact, avec lesquels nous n'avons pas de contact de par leur formation, de par leur culture. J'aurais bien voulu poser une question à monsieur, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'il reproche, par exemple, aux gens qui exposent les stands de Mao Tse-tung. On a peur. On a peur. Qu'est-ce qui vous appréhende là-dedans? Moi, ce qui fait peur, c'est qu'il y a des libertés essentielles qui sont supprimées. Mais vous ne croyez pas que c'est une façon d'exprimer une certaine liberté? Dans un certain sens, oui, mais moi, ça m'embête parce que je suis chrétien. Oui, mais par exemple, exposer les portraits de Mao Tse-tung ou exposer n'est pas incompatible avec le sentiment d'être chrétien qu'on a. Je ne pense pas c'est très délicat, hein. Que ça soit une délicat d'en parler parce que... On peut croire en Dieu et puis croire en une théorie révolutionnaire, par exemple, qui conduit à l'épanouissement de l'homme comme on peut croire en Dieu de différentes façons, mais celui qui est attaché à une doctrine structurée. Hein. Par exemple, moi je suis catholique, je fais partie, je crois à l'autorité du pape. L'homme ne sera pas plus humain parce qu'il aura existé un Dieu. Oui, mais alors là, c'est très difficile parce que là, nous arrivons sur le plan doctrine. Alors là, on ne peut pas être d'accord.
Maintenant, non, nous ne mettons on est pas... en train de parler de généralité. Je vous répète que nous ne mettons pas en doute la volonté de Mao Tse-tung de vouloir faire un monde vrai, parce que le tiers-monde, ce que nous appelons le tiers-monde, a été asservi pendant des siècles par les Blancs et qui malheureusement était chrétien. C'est vrai. Mais c'est un exemple que j'ai pris. J'ai pris par exemple l'exemple de Mao Tse-tung, comme j'aurais pu prendre l'exemple du Parti communiste français ou bien de Trotsky. Mao Tse-tung, c'est un exemple. Mais moi, quand je parle de Mao Tse-tung, par exemple, qui est un exemple que j'ai choisi comme ça, c'est pour vous montrer que les gens qui luttent, ils luttent pour quelque chose. D'accord. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, par exemple, en mettant Dieu en tête, Dieu ne sera là que pour freiner, parce que si on essaie de placer les sentiments, on n'agira pas. Non, mais les sentiments, c'est pas par les gens. Justement, cette opinion que l'on croit que la présence de Dieu est là pour freiner le progrès, pour freiner la science. Non, parce que moi qui suis là aujourd'hui, et j'ai accepté en toute liberté, hein, je viens ici pour discuter librement avec vous, hein, c'est parce que j'ai ce sentiment de justice à travers cette spiritualité que j'ai, quoi. C'est pour ça, tu comprends? Oui, mais la justice à travers Dieu, qu'est-ce que ça donne, d'après vous? Mais moi, je ne serai pas là aujourd'hui. Ça va faire l'aumône, ça va faire l'aumône. Par exemple, quand on obtiendra une action, on dira c'est une sorte d'aumône qu'on fait à ces gens-là. Il ne faut pas que ça soit une aumône. Mais oui, mais c'est un droit. Or, la lutte, par exemple, que les étudiants sont en train de mener, ils essaient d'arracher quelque chose. C'est une chose qu'ils ont d'abord demandé, on la leur a refusé. Mais ils essaient de l'arracher. Mais que ça ne soit pas quelque chose que Dieu envoie, parce que Dieu veut bien l'envoyer. Non, nous n'étions pas sur ce problème tout à l'heure. Vous m'avez demandé qu'est-ce que me faisait le stand de Mao Tse-tung. J'ai dit, nous, ça nous fait peur. Non, mais j'ai parlé du stand de Mao Tse-tung parce que vous avez fait allusion. Dit ça vous fait rire quand vous voyez par exemple... Mais pas rire, non, pas rire. J'ai pas dit que ça me faisait rire. Non, mais ça me faisait peur, c'est très différent. Ah, ça vous faisait peur, mais justement... Ça me fait peur parce que... Ça vous fait peur. Nous savons ce que c'est, quoi. Nous pensons ce que c'est. Mais nous ne voulons pas dire que ce n'est pas... que c'est négatif. Nous ne voulons pas dire que c'est pas... qu'il n'y a pas du positif, au contraire, puisque c'était la seule solution pour ces peuples asservis de pouvoir se sortir de là. Nous sommes réalistes, nous voyons les choses en face. Hein. Maintenant, je vous dis, moi, pourquoi je suis aujourd'hui ici et pourquoi le stand de Mao Tse-tung me fait peur, c'est tout. Hein. Maintenant que vous soyez remplis de bonne volonté pour construire un monde nouveau, chapeau, c'est très bien, c'est au poil, on est de là-dessus, on est d'accord. Il y a 500 000 chômeurs, maintenant, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, c'est la fin de tout. Alors, on le constatait, nous, dans la classe ouvrière, on disait d'autre part qu'on n'arrête pas le progrès, puis on restait là, on ne bougeait plus. Alors c'était les pieds mains liés, on ne bougeait plus. Alors ce qui était formidable, c'est que le mouvement étudiant a démarré, que lui a vraiment posé le problème, que les institutions actuelles n'étaient plus en rapport avec les nécessités du moment, et qu'il fallait refaire une société nouvelle. Alors un exemple bien précis qui est le fait de 25 000 agents de conduite en France, 25 000 cheminots qui conduisent les locomotives, les mécaniciens. En 1950, la SNCF, dans le cadre de la productivité, a décidé d'installer un appareil qui s'appelait d'abord l'homme mort. Ensuite, ça a changé techniquement, ça s'est appelé la veille automatique. Et maintenant, ça s'appelle la VACMA. Alors en 1950, les techniciens ont mis au point un appareil qui a été mis en service en 1957, pour la première fois au dépôt de La Rochelle, sur le sud-ouest, à côté de Nantes, là, dans le sud-ouest. C'est la région ouest. Alors, cet appareil a été mis en service, les camarades se sont rebiffés, il y a eu des grèves, mais où il n'y a pas eu de suite. C'est un appareil qu'il faut remuer en permanence. Le premier appareil, pour conduire, nous avons un volant, hein, comme une voiture. Seulement, c'est pas pour la direction, c'est pour augmenter la puissance de la locomotive. Et en dessous, un deuxième petit volant qu'il faut maintenir collé au gros volant. Alors, primitivement, de 1957 à 1963, il fallait se tenir en permanence crispé sur le volant pour que le train fonctionne. Autrement, si on le lâchait, c'est-à-dire que l'homme était sensiblement mort, ou bien en syncope, s'il le lâchait, le train s'arrêtait immédiatement. Tout cela pour supprimer le deuxième conducteur, l'aide conducteur, ce qui permettait de supprimer dans l'ensemble de la SNCF 10 000 copains. Alors, pour pallier à cet appareil électronique, cet appareil mécanique, les copains mettaient une ficelle. Avec une ficelle, ils liaient le deuxième volant, ce qui faisait que la sécurité n'existait plus, ce n'était plus lui qui tenait le deuxième volant, c'était la ficelle. Alors quand la SNCF a vu ça, elle a installé un appareil beaucoup plus compliqué qu'il faut remuer toutes les 57 secondes, de façon qu'on puisse plus mettre la ficelle. Alors le compagnon, maintenant, à 150 ou 200 à l'heure, est obligé de remuer ça en permanence. Et alors comme il ne sait pas calculer 55 secondes, on n'a pas dans la tête le temps de 55 secondes, hein. Alors au lieu de le faire 55 secondes, il le fait toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, et quand il est bien fatigué, il le fait toutes les 10 secondes. Ce qui fait qu'on arrive à ce mouvement de robot, et s'il ne le fait plus, ou s'il est malade, eh bien le train s'arrête. Alors, les camarades à la base avaient essayé de se révolter contre cet appareil. Dans les différents dépôts progressifs où on avait mis cet appareil, il y avait eu des mouvements.
Mais alors, il y avait cette obsession de dire le progrès, on ne l'arrête pas. Il faut absolument l'accepter, ce n'est qu'après qu'on aménagera la société pour pouvoir que les hommes puissent avoir du travail. Mais tout cela, ça a été oublié. Et l'appareil, c'était après de l'extension, ce qui fait que maintenant, dans l'ensemble de la France, il existe. Alors, beaucoup de doctrines ont été sorties, beaucoup de positions ont été prises dans les syndicats, et les camarades ont essayé de faire quelque chose, mais vu que les centrales syndicales ne se décidaient pas, il y a quelques-uns qui ont essayé d'isoler complètement l'appareil. Dans certains dépôts, comme au dépôt de Paris Sud-Ouest en 1963, il y a des propositions qui ont été faites par les 4 organisations syndicales, CGT, CFTC, FO et les autonomes, pour isoler complètement l'appareil. Parce qu'il y a un interrupteur électrique qui est plombé et que l'on peut rabattre, qui lui isole complètement l'appareillage comme s'il n'existait pas. Alors certains camarades l'ont fait, ils ont isolé ça, et puis alors, ils se sont fait sanctionner. Ce qui fait que certains, dont moi, ont d'abord été rétrogradés du service des trains rapides dans les petits services, et ensuite, quand ils ont isolé à nouveau, on les a rétrogradés au service de manœuvre. Alors on ne fait plus que des petits travaux, ce qui nous fait perdre des sommes de 30 à 40 000 francs par mois. Et on n'a pas été défendus. Alors, cette automation que nous avons défendue avec notre argent, nos sacrifices, cette automation reste aussi puissante qu'elle l'a été, et il n'y a pas de solution. Par exemple, il y a été inventé un appareil depuis qui s'appelle l'Alertor, qui lui, c'est un appareil, un œil magique, qui baigne entièrement le conducteur. Mais le conducteur n'a pas à intervenir, il ne fait pas de mouvement supplémentaire, il ne touche absolument à rien, c'est l'œil électronique qui agit. S'il se trouve mal, s'il est malade, ou qu'il tombe sur le plancher, l'œil électronique, n'ayant plus d'écran devant lui, agit et arrête le train. Donc c'est un appareil c'est le progrès, c'est l'électronique, mais cet appareil n'a servi pas l'homme. L'homme n'est pas obligé d'être collé à cette machine et d'être fatigué dans ses nerfs et d'avoir par la suite des dépressions nerveuses et qui le condamnent définitivement à l'inaction. Seulement cet appareil n'a pas été accepté par les techniciens de la SNCF parce que c'était un appareil qui venait de l'étranger, et que c'était par amour-propre de dire que leur appareil à eux était meilleur, qu'il n'était pas plus mauvais que l'appareil étranger. Cet appareil n'a pas été installé et nous sommes asservis pour combien d'années encore à cette mécanisation qui tue l'homme. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes complètement bouchés, complètement asservis. On proteste, on écrit, dans tous les journaux syndicaux de tous les mois, on parle de cette fameuse VACMA, de ce fameux appareil qui nous a servi, et on ne débouche sur rien. Alors, on voudrait que chacun prenne conscience ici, qui ne souffrait pas effectivement dans votre chair de cette mécanisation, preniez conscience que dans le cadre de cette société qui se crée demain, on fasse en sorte que la machine soit au service de l'homme et non l'homme au service de la machine et par extension au service du capitalisme. Les 10 000 copains qui ont sauté par cette installation de la VACMA et maintenant 10 000 autres qui sont sautés parce que la SNCF a pris la décision le 19 janvier dernier de supprimer tous les cheminots qui se trouvaient dans le train. Ce qui fait que le seul cheminot qui reste en tout et pour tout dans le train, c'est le mécanicien. Alors ça fait en tout 20 000 compagnons qui sont supprimés, qui n'ont plus d'espérance et que l'on utilise à droite et à gauche en attendant qu'à la faveur des départs en retraite, tous ces camarades soient éliminés, qu'il y ait 20 000 qui soient complètement éliminés à la SNCF. Alors en résumé, nous étions avant-guerre 600 000 cheminots, nous nous trouvons maintenant à 320 ou 330 000 et dans les années qui viennent, il ne va plus en rester que 200 000. Alors voyez un peu dans le cadre d'une grande institution nationale ce que peut faire l'automation vis-à-vis de l'homme. Une institution existe en fonction de l'homme et non l'homme en fonction de l'institution. Nous voulons que tous les hommes vivent et puissent avoir une place dans la société. Et l'exemple concret que je vous ai donné qui me concernait personnellement, c'est dans d'autres circonstances, le cas d'autres camarades qui se trouvent dans d'autres industries. Par exemple, le travail à la chaîne chez Renault et ailleurs. Dans les bureaux, les machines électroniques qui suppriment les dactylos, qui suppriment les comptables. Et puis... Comment tu as trouvé ça? Ah, formidable, formidable. On a discuté avec des maoïstes, enfin tout un tas de gars, de tout l'éventail d'idées, d'opinions qui existent en France, hein. Puis malgré tout des gars de bonne volonté, tous, hein, qui essayent de reconstruire un monde nouveau, bien que nous ne soyons pas trop d'accord sur les moyens employés et sur... Nos buts sont les mêmes, que l'homme soit véritablement l'homme, que la machine soit mise au service de l'homme, que l'argent soit mis au service de l'homme et non pas au service de quelques-uns qui, de plus en plus, à la faveur de l'automation, à la faveur de cette mécanisation qui se développe, arrivera à créer une féodalité qui sera aussi grave qu'au Moyen-Âge, qu'à du temps des Romains, où le petit, celui qui n'a pas de moyens de se défendre tout seul, sera mis à la disposition de n'importe qui, n'aura peut-être même pas, dans certains cas, le droit à l'indemnité de chômage, et qui sera condamné, la masse des hommes sera condamnée à vivre comme des clochards, et dont personne ne se souciera, et qui sera la fin de la civilisation,
pour l'homme, alors que la civilisation est faite pour le petit, au service des plus humbles, de ceux qui n'ont pas de facilité pour se défendre. Comment? Oh, je reviendrai, oui, ces jours-ci avant de partir à Tarbes. Discuter à nouveau avec les copains de chez Mao. On va aller voir à des cas. De toute manière, Le franc baisse, les actions montent. Achetez action, journal de l'UNEF.